Alors tu publies en cette rentrée littéraire aux éditions Actes Sud ce très beau roman Lèvres de pierre. La terminologie roman a posé problème à un long moment, tu nous en parleras aussi. Roman étonnant où, contre toute attente, deux vies singulières s'entrelacent, s'appellent et se répondent. Alors plus que jamais, je pense que cette fiction pose la question du regard de l'écrivain sur la grande histoire et la part d'intime qu'il peut s'autoriser à y glisser, car à bien des égards, l'héroïne, qui se prénomme Dorit, c'est un peu toi, et l'autre héros, c'est un peu, même beaucoup, le monstre cambodgien Pol Pot. Pourtant, tu oses le rapprochement entre le tyran génocidaire et celle qui, tu le dis toi-même, à un moment dans ton livre, est souvent ton double littéraire, Dorit. Tu nous diras pourquoi il t'a semblé si nécessaire de mêler ces deux voix, en apparence si éloignées, pour écrire ta partition, et tu nous diras aussi, sans doute, quel vertige, je me trompe peut-être, chez toi, le contrepoint a pu générer. Parce que se rapprocher de Pol Pot, ça ne va pas de soi quand même. Alors c'est la deuxième fois que tu nous fais l'honneur et le plaisir, la joie de venir au Théâtre de la Reine Blanche. On en est très heureux, car ton œuvre littéraire de premier plan est une pépite rare, une formidable métaphore de nos temps troublés, violents, en quête de réponse. Alors je ne sais pas si Lèvres de pierre est une réponse à notre effroi, mais je sais que ton roman, dans sa construction et ses images, pose les bonnes questions. Alors, relativement à cette problématique de la construction, le livre commence par une sorte de prologue que tu as intitulé « Le grand écart ». Le grand écart. Le grand écart, c'est la danse. C'est une figure de danse. Est-ce que tu peux nous expliquer la fonction assignée à ce prologue et de quel grand écart s'agit-il? Voilà. Merci Cécile. Très heureuse d'être là à nouveau. Et la première chose à dire peut-être au sujet de Lèvres de pierre, c'est que le livre tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas du tout, ne ressemble que de façon extrêmement lointaine au projet que j'avais au départ, il y a 2 ans. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis embarquée dans quelque chose de très 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 différent et en fait je me suis cassé les dents. Exactement à cause de ce grand écart. Qu'est-ce que ce grand écart? C'est vraiment l'écart entre la société cambodgienne et la nôtre. Et quand on dit entrelacement, comparaison entre ces deux destinées, etc., quelle idée singulière, étrange, ça a fini par être ça, effectivement. Mais comparer, c'est aussi... C'est pas seulement constater les ressemblances, c'est vrai que j'étais motivée, mobilisée par les ressemblances stupéfiantes, pas très nombreuses, mais quand même très surprenantes entre Pol Pot et moi. Quelqu'un m'a dit à un moment donné, je pourrais l'appeler « touche pas à mon Pol Pot ». Je me dis non, c'est pas une blague vraiment. Mais c'est aussi les différences. Comparer, c'est parler des différences. C'est pour ça que lorsque certaines personnes juives disent non, l'Holocauste ou la Shoah est incomparable, il ne faut jamais la comparer à quoi que ce soit, c'est vraiment un truc... comparer, ça ne veut pas dire que c'est identique. Comparer, c'est dire aussi, par exemple, que c'est pire que, etc. Donc ici, c'est aussi pour dire... La différence entre nous est incommensurable pour une raison très simple, c'est que nous venons de cultures et d'histoires radicalement disparates. Et je crois que je ne me rendais pas compte à quel point c'était radicalement disparate. Donc ça veut dire par exemple que je ne pouvais pas
prendre un Cambodgien, contrairement à Malraux qui n'a pas eu de mal du tout avec sa condition humaine, prendre un Cambodgien comme personnage de roman. Pourquoi? Parce que les Cambodgiens, à la différence de nous tous, ne se vivent pas comme des personnages de roman. Et nous vivons comme des personnages de roman. Nous racontons, nous sommes dans une société individualiste depuis quelques siècles, et nous racontons notre vie, notre histoire, avec toutes ces vicissitudes, comme des romans. Comme un roman. Je pourrais élaborer longuement là-dessus, je ne vais pas le faire. Je vais vous lire un petit extrait de Grand Écart, mais juste pour dire, par exemple, un enfant cambodgien, je parle de l'époque de Pol Pot, mais ça a donc duré des siècles et des millénaires jusqu'au village où il est né, et c'était encore le cas. On ne fête pas son anniversaire, on ne sait pas quand il est né, on ne note pas particulièrement le jour de sa naissance. Les gens sont bouddhistes, et c'est un bouddhisme Theravada, pas du tout le même que le bouddhisme qui a cours en Inde. Et je pense que les Occidentaux se font beaucoup d'illusions sur le bouddhisme en général. Toujours est-il qu'au Cambodge, le bouddhisme Theravada est une version très sévère, très dissolutrice, dissolvante de l'identité. L'idée, c'est de ne pas exister. L'idée, c'est vraiment de cesser d'exister. On se fonde d'abord le jeu, si tant est qu'il y a eu un développement de jeu, dans le nous, et ensuite dans le cosmos, dans le grand tout. Enfin, l'idée, c'est quand même de ne pas renaître, de ne pas avoir à renaître. C'est ça le but de l'opération, mantra, méditation, etc. Et quand on se rend compte de ça, on est moins surpris, alors que j'ai été très surprise au début, de constater qu'il n'y a pas du tout de roman cambodgien. Il n'y en a pas. La raison de cela, c'est aussi le génocide qui a anéanti tous les intellectuels, mais les intellectuels cambodgiens, dans la mesure où il y en avait, ils s'occupaient des textes bouddhistes, ils ne faisaient pas de romans, même avant le génocide. Et ensuite, après, comme ils ont absolument zigouillé tous les gens qui portaient des lunettes, pour être sûr de ne pas rater quelques intellectuels, il avait une dent contre les intellectuels, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Ben alors, en fait, après, quand ils se sont relevés du génocide, le monde avait basculé dans le numérique, et donc les jeunes d'aujourd'hui, qui sont un peu éduqués, qui sont désireux de s'exprimer, ils vont s'exprimer par l'image. Et Ritipan, avec qui j'en ai discuté, m'a confirmé cela. Il m'a dit, oui, il y a quelques individus qui s'appellent des romanciers, mais qui, voilà, ça date d'avant le génocide des années 50, ils continuent de pondre des trucs, mais à toute fin utile, il n'y a pas de roman. Et on a du mal à imaginer ça, en fait, une société sans roman. Et du coup, je n'avais pas le droit de me projeter dans n'importe quelle personne là-bas, parce que ils ne sont pas des personnes comme nous. C'est étonnant, ça, c'est vertigineux, vraiment. J'ai envie de s'en convaincre. J'ai beaucoup tangué à réfléchir à tout ça. Et finalement, alors pourquoi est-ce que Pol Pot, c'est celui en qui je pouvais me projeter contre toute attente? Pour ce grand écart, peut-être que tu peux lire de là à là. Ouais, tu veux. Après de longs mois de changement de cap formel, roman, essai, récit, et des glissements de terrain m'ayant amené plusieurs fois au bord du renoncement, autant d'avatars de la résistance, car je le sais bien, un blocage qui semble lié aux aspects formels du travail reflète presque toujours la peur de toucher à certaines matières intimes et inflammables qui pourraient vous exploser à la figure. Je repris pour la énième fois mon journal de 2008, où j'avais fait un voyage au Cambodge début 2008. 14 janvier. Les sourires du roi Jayavarman à Bayong épouse les sillons des balustres de pierre. Sa tête est partout intégrée aux épaisses colonnes sombres sur chacun de leurs côtés. Il nous regarde d'en haut en souriant, face et profil, Big Brother du XIIe siècle, lèvres de pierre,
lèvres de pierre, sourire radieux mais absent, bienveillant mais vide, omniprésent de même sur les statues du Bouddha et toutes les photos de Pol Pot. Fin de citation de mon journal de l'époque. Soudain, je frémis. Je venais de tomber sur le seul Cambodgien en qui j'arriverais peut-être à me projeter. Idée folle et pourtant la seule possible, non pas Pol Pot, chef d'État, mais l'enfant, l'adolescent et le jeune homme qui s'appelait encore Salot Sar. Il se trouve que j'ai moi aussi un pseudonyme, Dorit, seulement à l'inverse du dictateur cambodgien. Je ne l'utilise que dans mes textes autobiographiques. Il n'était pas impossible que malgré leur dissemblance flagrante, oui, je dois ajouter que le mot monstre ne fait pas du tout partie de mon vocabulaire. Il n'y a de monstre qu'humain, donc je veux dire monstre, c'est toujours un truc comme si ça sortait de l'humain, comme si c'était du côté de l'animal ou de sous-humain ou outre-humain, je ne sais pas. Et il n'y a de monstruosité que dans l'humanité. Le monstre monstraré, c'est ce qu'on montre du doigt aussi, c'est ce qu'il y a de remarquable. C'est ce qui peut faire l'objet de la fiction. Et c'est ce qui t'a arrêté pour cette histoire aussi sans, je sais pas là, monstre. Oui, je ne l'appelle jamais comme ça, mais bon, c'est vrai que je m'occupe plutôt de ces années de formation et des miennes aussi, formation érotique et politique. Alors, tu dresses point par point la liste de toutes les ressemblances, malgré tout, entre les deux personnages, et tu conclus, le mot monstre revient, deux monstres en somme, deux enfants dévorés par la peur puis par la rage, deux bouches sur lesquelles flotte en permanence un sourire trompeur, quatre lèvres de pierre. Alors, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, cette identification, parce qu'elle existe, à l'un des plus grands génocidaires de tous les temps, est-ce qu'elle ne t'a pas fait perdre pied à un moment? Et si tel a été le cas, quelle forme de résilience, j'imagine, cherchais-tu en optant pour un tel rapprochement? Avec quel feu as-tu joué? Parce que ça a dû être... Ce n'est pas ça qui m'a donné le vertige. Parce que justement, je ne m'occupe pas du génocidaire. À la limite, je cesse de m'intéresser à ça quand il prend le pseudonyme Pol Pot, et qu'il a déjà 40 ans à ce moment-là, et il disparaît. En fait, c'est le contraire de quelqu'un comme Staline ou Hitler qui est toujours sur le devant de la scène, qui est dans un culte, enfin son peuple est dans le culte de la personnalité, se fait représenter et citer partout. Pol Pot disparaît totalement pendant des années. Il est en clandestinité, il prend le maquis, il organise les Khmers rouges, il prépare la prise de pouvoir, et puis même après la prise de pouvoir, il reste invisible pendant plusieurs années. Donc, ce que j'ai décidé de faire, après, comme je raconte, après beaucoup de tâtonnements et de désespoir, mais c'était un désespoir formel, j'insiste, en avouant que le désespoir formel est souvent lié à c'est qu'on a peur en fait d'aller voir des choses trop douloureuses. Le douloureux était du côté de la vie de Dorit, c'était pas du côté de la vie de Pol Pot. C'est pas pour dire que je n'ai pas été totalement effarée, atterrée, hallucinée en lisant, parce que c'est vrai que je me suis gavée de récits de cette histoire pendant plusieurs mois. C'était beaucoup en anglais d'ailleurs. La plupart des livres sont plutôt en anglais. Et il y avait plein de choses que je ne savais pas. Donc on peut toujours se sentir découragé comme ça. Mais oui, c'était en fait la remise en cause de ce livre a fini par être une remise en cause de nos certitudes occidentales, justement de notre idée de l'empathie, une chose que j'ai beaucoup formulée, explorée moi-même dans l'espèce fabulatrice, l'empathie littéraire et tout ça. Et plus j'avançais, plus je me disais, mais c'est tellement étrange, comme on est absolument sûr de notre droit
d'écrire et de dominer le monde. Et l'inattendu pour moi, c'était la responsabilité occidentale dans la tragédie cambodgienne. Donc, juste pour résumer dans 2 mots, je parle de la période de ma vie entre 15 et 25 ans, que j'appelle entre vierge et épouse. Période de la vie des femmes qui n'existait pas, ou théoriquement n'existait pas, pendant longtemps, n'est-ce pas? Donc chez moi, il se trouve que ça a duré exactement 10 ans. La première moitié de cette période, j'étais aux États-Unis. Et pendant ces années-là, donc de 69 à 74, on va dire, les États-Unis ont mené une campagne de bombardement hallucinante sur le Cambodge. C'était une guerre secrète, personne n'était au courant, mais ils ont lâché sur ce petit pays neutre avec lequel ils n'étaient pas en guerre plus de tonnage de bombes que sur toute l'Europe pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Et j'essaie de... C'est pour ça qu'il y a des petits apartés en italique dans la partie dorite, où je mentionne que pendant qu'elle s'occupe de ses boyfriends, de ses études, et de est-ce que j'ai assez d'argent pour faire ci, et comment je vais m'arranger, de qui je suis amoureuse, enfin ça c'est nos vies comme roman. Son pays, là où elle habitait, était en train de massacrer des Cambodgiens, parce que le Cambodge servait de refuge pour les Viet Cong du Nord-Vietnam. Deuxième moitié de cette période, je suis à Paris. Déjà, j'arrive à 20 ans et je ne suis jamais partie. Les gens me disent parfois « Ah, vous êtes à Paris maintenant ?» Oui, ça fait 45 ans. Et ben, en fait, j'ai subi exactement le même lavage de cerveau que Salotsar, qui s'appelait encore ainsi, seulement une petite vingtaine d'années plus tôt, 25 ans plus tôt. On est venu à Paris l'un et l'autre avec une bourse, ça c'est un des grands points communs donc, pour faire des études à Paris. Et tous les deux, on a attrapé le virus du marxisme parce que toute l'intelligentsia était marxiste. Si on n'était pas marxiste, si on ne pouvait pas utiliser ce vocabulaire, manier ce vocabulaire, on n'était pas... On ne pouvait pas vraiment publier par exemple des choses, participer à des réunions, enfin tout parti de gauche, enfin tout parti intellectuel était de gauche dogmatique. Et tous les deux on a été sauvés par ça, quelque part. C'est-à-dire tous les deux on est arrivés avec une sorte d'insécurité, avec un être fissuré, fragilissime, très complexé, pour des raisons différentes, bien sûr, pas du tout pour les mêmes raisons, mais il se trouve qu'on est arrivé deux êtres troués. Et le marxisme a colmaté toutes ces brèches en nous donnant des certitudes. Voilà, le dogme sert aussi à ça. Et j'espère qu'en lisant, on comprend que j'ai envie qu'on réfléchisse à d'autres exemples de ça dans le monde autour de nous. Alors, la première partie de ton roman, Nancy, s'intitule Homme-Nuit. Alors, tu pourras nous faire un petit commentaire de ce titre, hein, Homme-Nuit. On est en 1934, petit Sarre est tout petit, fait pipi au lit, il est moqué par ses frères aînés qui le comparent à une fille, joli garçon-fille au visage d'un ovale parfait. Alors très tôt, petit Sarre connaît la honte, celle de son corps trop féminin et celle des mauvaises notes à l'école. Alors est-ce que tu peux nous parler de son éducation et pourquoi il te semblait important de mettre l'accent sur cette genèse, sur cette évolution qui a été progressivement celle d'un monstre, mais peut-être que tout s'explique par ce qui lui est arrivé pendant l'enfance, et en ce sens, L'Œuvre de Pierre, c'est peut-être aussi un roman de formation. C'est un double roman de formation, ça c'est sûr. C'est une exofiction suivie d'une autofiction, on peut dire. Mais lorsqu'on dit école pour les enfants cambodgiens des années 30, il est né en 25. On veut dire garçon à la pagode. C'est ça l'école.
Donc le livre commence quand il a 9 ans et ses parents, qui sont des paysans aisés d'un village de province, décident de l'envoyer à Phnom Penh pour commencer son instruction au monastère. C'est ça l'éducation d'un Cambodgien, c'est aller au monastère et apprendre par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, comme ce que je disais du communisme tout à l'heure. C'est pour ça qu'il va être tellement heureux dans le communisme, parce qu'il a été heureux au monastère. On lui a dit ce qu'il fallait penser et comment il fallait réciter les choses, les versets, et il a appris à réciter par cœur, et c'est tout ce qu'il a appris. Du point de vue scolaire, c'est vraiment la seule chose qu'il ait maîtrisé, c'est le par cœur. Alors ses parents voient qu'il est un peu trop abîmé dans la méditation, etc. Ils ont peur de le perdre, ils ont envie. Il faut dire que la famille de Pol Pot est particulière parce qu'elle a un pied dans plusieurs mondes différents. Ce n'est pas une famille typique de villageois qui cultivent le riz, tout simplement. Il y a un grand-père qui est un héros martyr de la guerre contre les Français. Et donc, en fait, un des fils aînés de la famille, un frère aîné de Salot Sar, est officier au palais royal de Phnom Penh. Et puis une sœur et une cousine et une tante sont liées au harem royal, donc sont des prostituées, pour parler clairement, auprès du roi du pays. Donc c'est pas banal d'être, par exemple, 3 semaines par mois au monastère et puis de sortir et venir regarder votre belle-sœur qui est une ballerine du ballet royal du palais. Ça devait être très étrange. C'est là qu'il y a le travail romanesque, si vous voulez. C'est ce qui est des détails, des petits détails sans importance pour les biographes de Pol Pot, pour une romancière ou un romancier, c'est zoom. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'était? Comment on a pu vivre ça? Alors on le sort du monastère parce qu'il aime trop ça et on veut en faire... c'est comme si les parents bourgeois voulaient que leur enfant aille à l'ENA, ou vous voyez ce que je veux dire, il faut qu'il ait une éducation prestigieuse pour devenir quelqu'un de prestigieux, comme son grand-père. Donc on va l'envoyer où? À l'école française de Phnom Penh, catholique. Et donc, dans le plaisir qui est celui de la romancière, d'inventer, de créer, tu vas commettre le seul mensonge de ce texte qui est en partie très lié au réel, à la vérité de Pol Pot, mais à ta vérité aussi. Tu vas inventer quelque chose autour d'un personnage extraordinaire, le père Jérôme, dont Pol Pot va tomber amoureux. Alors, tu vas nous lire quand même, parce que là on apprend des... Voilà, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait ça? Voilà. Là, plus tu veux. Oui, le père Jérôme, en fait, c'est le directeur de l'école, qui est quelqu'un de désagréable, mais il va tomber amoureux d'un jeune prêtre, qui s'appelle Mahé, et qui est un jeune breton qui vient d'arriver là-bas, et qui va l'initier à l'amour, et aussi essayer de trouver des points communs, enfin essayer de le développer. Il veut en faire un bon élève, en fait. Et là, bon, on en parlera sûrement. Mais ici, c'est page 49 en fait. Là c'était Mahé, c'était l'affreux là c'est l'affreux Jérôme. Qui a une carnation que ne comprend pas Pol Pot. En fait, le jeune Sar, il est à la fois brun, à la fois blanc, à la fois rose, et il trouve cette peau de blanc très bizarre et très laide. C'était ça que j'avais isolé ici. Et là, voilà, page 49, c'est donc le jeune prêtre. Voilà, le jeune prêtre. Professeur. Le visage de Mahé s'approche du tien, ses lèvres effleurent les tiennes, et brusquement monte en toi une sensation inconnue, brillante et perçante comme la pointe dorée du toit d'une pagode. Sans brusquerie, Mahé plaque son torse tout contre le tien. Tu le sens toi aussi, n'est-ce pas? Murmure-t-il, et tu fais oui de la tête, car oui, Sar, tu le sens. Viens. Se prenant par la main, Mahé te conduit dans un coin de son bureau vers un cagibi où sont rangés en vrac manteaux, dossiers et boîtes en carton. Viens, je t'en prie. Mahé se presse contre toi et tu te presses contre lui,
Comme tu es beau, mon enfant, chuchote le jeune prêtre en te caressant les épaules et la nuque. Comme tu es magnifique. Tu te surprends à lui répondre en français. Toi aussi, tu es beau. Parce que c'est vrai. Sans fermer les yeux, Mahé approche lentement son visage du tien et t'offre un vrai baiser, le premier de ta vie. D'elle-même, tes lèvres s'ouvrent. Aussitôt, la langue de Mahé les franchit et en toi s'élève une flamme fraîche qui balaie toutes tes incertitudes et calme toutes tes peurs. Je dois à la vérité de dire que Thierry Cruvelier, qui est un grand spécialiste du Cambodge et avec qui j'ai fait une émission L'heure bleue chez Laure Adler, m'a dit après que c'était le seul détail de tout le livre qui l'avait heurté par son invraisemblance, parce qu'en fait les Cambodgiens n'embrassent pas avec la langue. Pardon. Donc il n'y a pas, dans la nouvelle version, si on fait une réimpression, il n'y aura pas la langue. Mais je me suis dit que, je ne sais pas si vous avez lu ma lettre au pape au mois d'août, mais vu les dégâts, la fréquence, l'extrême fréquence, l'extrême banalité des gestes pédophiles, ou en tout cas les gestes de désir des prêtres envers les jeunes garçons et les jeunes filles, et notamment les jeunes garçons, à travers les siècles, depuis qu'on a imposé le célibat au XIe siècle, ce serait vraiment très surprenant que cette école catholique-là, parmi toutes les écoles catholiques et toutes les églises catholiques du monde, ait fait exception. Donc je me suis dit, il y a de fortes chances pour qu'un très joli garçon, un peu timide, mais très beau jeune homme comme Sarre, ait pu plaire à un de ses profs. Alors, tu insistes beaucoup sur le fait que Sarre est structuré ou déstructuré, je ne sais pas, tu vas nous le dire, du fait de posséder deux langues, le cambodgien et le français. Alors, tu peux peut-être... Le khmer, ça s'appelle, et le pali, c'est sa deuxième langue qu'il va apprendre au monastère, et ensuite le français. Et là, il y a une page extraordinaire sur voilà, les langues qui structurent ou pas le personnage. Et j'aimerais que, après nous avoir lu ce passage, Nancy, tu nous dises comment, toi, en tant que personnalité bilingue, tu vis la coexistence intime en toi de deux langues, l'anglais et le français. Qu'est-ce que ça peut provoquer? On est donc toujours son arrivée à l'école Miche de Phnom Penh. La majorité des élèves de cette école sont français, des enfants de colons diplomates ou commerçants, fonctionnaires ou secrétaires, mais parmi eux figurent aussi bon nombre de Vietnamiens. Tous les cours ont lieu en français. Certes, cette langue était déjà familière car elle flotte en permanence, en même temps que le chinois et le vietnamien, l'anglais et l'indonésien, au-dessus des terrasses et marchés animés de la capitale. Mais tu as du mal à la manier et surtout à t'en servir pour apprendre les autres matières. Tes langues à toi, le khmer et le pali, sont sans ponctuation et sans majuscule. Les phrases n'ont pas besoin d'articulation, car tout comme les humains et les autres créatures, elles naissent et meurent, renaissent et meurent encore, jusqu'à l'ultime sortie du temps. Elles viennent de l'air, sont faites pour l'air, pétrissent doucement l'air et retournent se marier avec le néant. En français, au contraire, tout est tranchant et tranché. Autant dans les bouches que sur les pages, les mots commencent et s'arrêtent de manière imprévisible, déstabilisante. Donc ça, c'est François Bizot, que vous connaissez peut-être de nom, dont vous avez peut-être lu le très beau livre « Le Portail », qui a été prisonnier des Khmers rouges en 1971, avant la prise du pouvoir, qui était là-bas comme étudiant de Langzhou et spécialiste du bouddhisme khmer, et donc il travaillait sur les manuscrits bouddhistes dans les monastères, et il a été arrêté comme espion français, comme tout le monde, et donc, ou agent de la CIA, bref.
il a subi des tortures, etc. Mais il connaissait très très bien. C'est lui qui m'a raconté cette chose très spéciale. Donc, essayer d'imaginer une langue sans majuscule ni ponctuation, sans aucune ponctuation. C'est une langue essentiellement orale. Et ensuite, si on l'écrit comme on le scande, comme on le chante, comme on le répète, on raconte les histoires, mais tout ça, ça n'a pas du tout la même fonction, la langue et les mots que chez nous. C'est ça, vous voyez, ce que j'essaie de dire, un truc, c'est très très difficile à imaginer. Et Thierry Cruvelier a été frappé, on en a parlé, mais il le dit aussi dans son livre, Le Maître des aveux, qui est sur le grand directeur de S21, le tortionnaire Douche, qui était aussi le gardien du camp de prisonniers de François Bizot. Il dit que le raisonnement, la façon de raisonner dans une cour de justice des Khmers n'est absolument pas le même que chez nous. Ils raisonnent de façon circulaire, ils se répètent, ils ne racontent pas les histoires de façon chronologique, leur raisonnement n'est pas linéaire et cartésien. Et quand je dis disparité, c'est ça aussi, la disparité. Quelle est la communication entre des groupes humains qui réfléchissent, pensent, se vivent de manière aussi radicalement différente. Alors depuis le début de l'entretien, tu nous parles beaucoup de relativisme culturel, enfin de différences fondamentales, ontologiques entre les êtres en raison de cultures complètement différentes, à commencer par la langue, et on le sait bien, la langue c'est ce qui nous structure, c'est ce qui nous définit, et quand on n'a pas la même langue, on n'a pas sans doute le même rapport au monde, et relativisme culturel te mène progressivement à emboîter le pas sur une dialectique qui est très très puissante dans ton livre, c'est celle de la culture et de la barbarie. Et tu nous expliques bien dans cette fiction que rien n'est clair. Le père Mahé, dont on vient de parler, ce beau prêtre dont le héros est amoureux, parle au jeune Sarre d'André Breton, lui apprend Verlaine, il lui apprend Platon, le banquet, il lui apprend Bernanos également, et à ce moment-là, tu écris « S'ouvre alors dans ta vie, Sarre, un océan de pure beauté ». Quand il est question de Malraux, là les choses deviennent beaucoup plus problématiques, donc tu vas nous dire pourquoi, et progressivement tu en viens à cette notion de barbarie qui peut tout à fait, on le sait, venir des civilisations et des plus grandes, des démocraties et de l'Occident. Donc tu remets les pendules à l'heure et explique-nous pourquoi c'était urgent, important, crucial pour toi de dire tout ça. De façon très romanesque et pas du tout démonstrative, bien sûr. Mais voilà. Là, il n'y a pas forcément quelque chose à dire tout de suite. Je t'embarrasse pas avec le livre. Mais par rapport non, c'était pas le but. C'est des choses que je découvre. Le processus d'écrire un livre, c'est beaucoup de choses inattendues. C'est comme un voyage dans une forêt. On traverse, on tourne, il y a un nouveau paysage qui se révèle et on se pose de nouvelles questions. Et donc, je n'ai pas passé mon temps simplement à me gaver de récits de génocide. J'ai vraiment essayé de comprendre ce que c'est d'être un Khmer à cette époque-là, au milieu du XXe siècle. Et je me suis dit, mais oui, c'est des termes que je n'emploie pas, relativisme culturel, mais ok, en tout cas, ça m'aide à effectivement voir notre société de l'extérieur. Il se trouve que pendant que j'écrivais tout ça, je suis allée au Moulin d'Andé en Normandie et je suis tombée dans une chambre. Clara Malraux est morte là-bas. Elle est décédée dans une des chambres du Moulin d'Andé, un magnifique centre culturel comme ça, depuis les années 50. Et il traînait dans la chambre, peut-être que j'ai dormi même dans la chambre où elle est décédée, et il traînait dans cette chambre, en tout cas, une biographie de Clara Malraux. Et là, j'ai lu le détail de la première histoire importante de Malraux au Cambodge, et je le connaissais seulement un peu comme ça, en quelques mots, qu'il avait pillé des trésors. Voilà, un Cambodgien pourrait vraiment traiter de salopard.
parce qu'il il a falsifié une lettre du musée Guimet pour dire qu'il avait une mission d'études, et donc il était accompagné de Clara. Et dans leur valise, ils ont mis des scies. Et ils ont payé des locaux, des paysans locaux pour les accompagner vers un des temples. Il avait fait des repérages lors d'un voyage précédent, il savait qu'il y avait des trésors, et donc le but du voyage était de scier les figures, les sculptures du 7e, 8e siècle, donc c'est l'époque du 12e, oui c'est 12e, pardon. Ils avaient 7 siècles, c'est plutôt 12e siècle, de les mettre dans leurs malles et de les amener à New York où ils avaient des collectionneurs qui allaient les acheter. Et comme ça, ils allaient s'enrichir. Et donc, ils prennent ces paysans ces locaux, enfin des villageois cambodgiens, pour qui ces choses-là sont totalement sacrées. Et quand on dit sacré, ça veut dire que c'est investi d'une force. C'est vraiment, si vous imaginez, les paysans moyenâgeux ici, qui porterait atteinte à une statue de la Vierge Marie. Quelqu'un qui dirait, vous voulez bien m'aider à aller enlever quelques des anges de la façade de Notre-Dame, s'il vous plaît, d'accord, okay. Parce que j'ai envie de les vendre à l'autre bout du monde, ah oui, d'accord, etc. Et, sauf que là, c'était entouré de jungle, il fallait passer avec des machettes, c'était épuisant, c'était fatigant, donc ils avaient plein de serviteurs qui les aidaient, et eux, ils étaient là avec leurs scies, choisir les jolies statues. Ils ont été arrêtés, en fait, jetés en prison et condamnés à mort. Et peut-être que vous le savez, mais moi je ne savais pas, je n'avais pas retenu que c'était aussi grave que ça. Et lui, il a passé plusieurs mois en prison. Parfois, ils avaient le droit d'être ensemble. Elle a réussi à tirer des ficelles et à faire intervenir des gens puissants en France pour dire qu'il n'avait fait que suivre son mari. Et donc, il a dit, c'est bon, vas-y, au moins que tu t'en échappes. Mais elle est rentrée à Paris. Et lui, c'était moins une qu'il soit exécuté. Et il y a quand même été ministre de la Culture après. Et alors justement, par rapport à l'arrogance de la culture occidentale, il y a des pages très importantes dans ton roman, Nancy. Peut-être que tu peux nous lire ce court passage. Oui, donc finalement, Mahé, il s'appelle ce jeune prêtre, et Sarr, Mahé essaie de l'amener, de le transformer en bon élève, etc. Et il y a une sorte de réticence, c'est quelqu'un effectivement une autre mentalité, mais c'est aussi quelqu'un d'assez lent, il n'est pas du tout populaire. Et finalement, ils reviennent toujours à dire c'est pas comme ça qu'on fait, on apprend par cœur et tout. Et il dit oui, il comprend pas. L'autre essaie de lui dire des passages de Bernanos, le journal d'un curé à la campagne. Il comprend pas. Il essaie de faire plaisir à son prof parce qu'il l'aime, mais il ne pige pas qu'est-ce que c'est cette idée de la foi qu'on trouve où, de quoi. Il comprend pas. C'est pas du tout pareil. Et donc Mahé s'emporte et il dit au bout de 3 années d'études sous la double égide de la République française et de l'Église catholique, veux-tu encore amener tes mantras et adhérer à tes croyances primitives, ou es-tu prêt à devenir un homme? Répondez-moi, réponds-moi. Nos cultures ne sont pas interchangeables, tu sais. Elles ne se valent pas. Tu as déjà entendu parler d'un ethnologue khmer qui recueillait les contes populaires français? Non. Hein? Non, n'est-ce pas? Alors, laquelle des deux cultures est supérieure? Réponds-moi, ça. Sauras-tu un jour devenir un individu? Sauras-tu un jour devenir mon égal? Et ça me frappe beaucoup ce passage parce que dans l'Antique des Plaines, il y a un passage presque identique en fait entre le blanc et son amante autochtone canadienne. Et il finit par dire, mais non, c'est pas pareil, ok, vous êtes formidable, vous avez vos chants, vos danses, etc. Mais folklore. Oui, mais nous, on a inventé la carte.
On a une carte du territoire, on a découvert le pôle Nord. Et Miranda, elle a dit, ah oui, avec qui il est allé au pôle Nord, le mec, là. Bon, il avait des guides autochtones. Et il dit, mais c'est pas pareil de savoir faire une carte ou pas d'un territoire. C'est pas pareil. C'est pas pareil de savoir lire ou pas. Et tout. Et donc finalement, ces histoires d'amour dans mes livres, et je pense pas mal dans la réalité aussi, entre des gens de cultures vraiment radicalement différentes, ça marche le temps que le désir flambe quoi, au début, et ensuite... Alors, l'art, il s'y colle comme il peut, malgré tout, hein, à son niveau. Et Sarre, le jeune Sarre, va faire partie d'une troupe de théâtre, comme l'héroïne, ensuite, Dorit, dans la deuxième partie du livre. Et je pense que le théâtre va avoir une fonction de révélateur. Sarre va jouer des scènes célèbres de la légende, alors de Rama-Kerti, et l'épopée du prince Rama et de la princesse Sita, son épouse. Et il va être tout à fait fasciné par Davut, le jeune homme qui joue Sita. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Nancy, dans un lieu tel le théâtre de la Reine Blanche, c'est le moment, c'est l'endroit, en quoi le théâtre a pour nos vies une expérience, une fonction si importante? Qu'est-ce que le théâtre nous permet de comprendre sur nous-mêmes, sur nos vies? Parce que là, je pense que la pièce agit comme un révélateur chez ça. Ça révèle en tout cas son désir pour ce garçon, peut-être une certaine ambiguïté sexuelle aussi. Alors là, je suis vraiment dans la fiction là-dessus, je n'ai aucun indice dans ce sens. Il se trouve que ça penche dans ce sens à plusieurs moments du livre, sans que jamais je dise il était homo par exemple, ou quoi, j'en sais rien du tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'homosexualité de toute façon, au sens juste propre, dans les armées. Il n'y a que les mecs, quoi. Donc c'est homosexuel. Et comme les mecs sont en permanence en désir, je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'homosexualité, beaucoup de désir et de circulation du désir dans les armées, qu'elles soient officielles ou des armées de révolutionnaires. Voilà. Si vous imaginez les jeunes gens entre 15 et 25 ans, encore une fois, où les hormones sont au top, et il n'y a pas du tout un membre de l'autre sexe autour, et en plus ils sont souvent dans des situations de danger qui font couler l'adrénaline. Je pense que c'est juste évident. Et dans les écoles aussi, c'était que des écoles de garçons, Donc je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait eu de ce type d'expérience. Mais le théâtre, c'est probablement, pas du tout, là non plus, je m'excuse d'insister, mais c'est pas du tout la même chose. Le Rama-Kerti, qui est la version cambodgienne du Ramayana, qui est comme le Mahabharata, Peter Brook a fait les deux. Ce sont les grandes épopées indiennes que les gens, un petit peu comme on pouvait connaître Homère par cœur en Grèce, les gens récitent, ils connaissent tous les épisodes, ils se racontent les épisodes, ils rejouent les mêmes histoires. C'est très riche, c'est foisonnant, c'est représenté. Si vous allez à Angkor et vous voyez les hauts reliefs, ce sont les batailles qui sont narrées dans le Ramayana. C'est la première chose, c'est la seule littérature en fait. L'Iliade. En plus, c'est l'Iliade cambodgienne, c'est en plus des contes qu'on peut raconter pour faire peur aux enfants le soir avant de les mettre au lit. C'est à peu près ça, la seule littérature. Donc c'est des histoires qu'ils connaissaient. Alors que pour nous, le théâtre, c'est une des formes de l'invention, de raconter nos histoires, de raconter nos contradictions, de refléter les changements de société, etc. On n'est pas du tout dans la répétition humaine. Alors on en vient à la deuxième partie, Mad Girl. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre, Mad Girl? Parce que tu as un roman qui s'appelle Bad Girl. Donc il y a un écho intéressant ici. Donc Bad Girl, c'est plutôt un récit dont le sous-titre était classe de littérature. Et c'était, je me parlais à la deuxième personne.
la petite Dorit déjà, et qui était dans le ventre de sa mère, et je lui racontais un peu sa vie future et sa généalogie, et comment et pourquoi elle allait être obligée de devenir écrivaine. Et ici, je reprends donc Dorit, et dans un premier temps, j'avais commencé aussi avec la deuxième personne, et ça arrêtait à la troisième personne, et puis j'ai interverti, j'ai senti le besoin impérieux d'intervertir ces deux cas grammaticaux. Tu l'expliques ça au début dans Grand Écart. Tu vas le tutoyer et pour qu'on soit très proche de lui, et puis peut-être j'avais besoin de me distancier plus de la Dorit de cet âge-là, parce que c'est très violent par moments ce qu'elle va traverser. Et je le décris mieux, c'est un petit peu comme Annie Ernaux aussi, dans certains livres, elle va parler d'elle-même à la troisième personne, parce qu'on sent vraiment qu'on n'est plus cette personne, mais pour bien la voir, il faut la mettre plus à distance. Ouais. Et Mad Girl, parce que j'aimais bien la rime avec Bad Girl, mais aussi parce que Mad, c'est à la fois folle et furieuse. Donc elle est folle furieuse. Alors elle est folle parce qu'elle a un père qui l'exaspère pas mal déjà. Alors le père de Dorit est assez intéressant, il est professeur de maths, mais il est malheureux dans sa vie professionnelle. Lui qui adore les maths et la physique rêve de coupler la démarche scientifique à sa quête spirituelle et de leur trouver un langage commun. Donc on va suivre aussi le parcours du père qui va accompagner Cara comme il le peut sa fille. Alors quel est l'avantage et peut-être surtout l'inconvénient d'avoir un papa comme Kenneth? C'est un personnage important. Oui, c'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il adorait, il était passionné par ses enfants. Il en a eu 6, 3 avec la première femme et 3 ma mère et 3 avec sa deuxième épouse. Il jouait beaucoup avec eux. Comment? T'as dit ma mère. Oui. Oui. Ah non, mais c'est complètement autobiographique. Comme je dis à la troisième personne, parce que je ne veux pas être dans cette peau-là pour mieux la voir, mais tout est totalement autobiographique. Ensuite, vous savez bien, j'espère que c'est impossible d'écrire une autobiographie, de raconter votre vie, parce que là c'est minuscule en fait, j'ai pris quelques événements qui avaient un rapport avec ma formation érotique et politique, c'est déjà beaucoup, mais c'est seulement quelques-uns. Et ça dessine une sorte de constellation qui fait sens. Ensuite, si vous essayez de raconter toute la vie est une poussière de milliards d'événements, de micro-événements, qui n'a aucun sens, comme tu le sais bien. Quand on écrit un texte, on est obligé, et peut-être encore plus une autobiographie, on est obligé de procéder à des choix et de styliser au maximum, sinon on perd le lecteur. Ce n'est pas tout dire. On ne peut littéralement pas. Donc, Russell Banks dit ça très très bien quand il parlait de son livre Voyager et disait qu'il avait décidé de raconter sa vie du point de vue de ses voyages et ça fait sortir plein de choses sur sa vie politique, sa vie amoureuse, etc. Et ici, c'est donc un choix de quelques... Mais je pourrais commencer demain à réécrire un livre sur ces mêmes années sous une autre optique et écrire un tout autre livre où le personnage de Dorit aurait une autre allure. On est vraiment multiples. C'est ça. Alors tu parles beaucoup du père, tu parles beaucoup de l'affreux Adam, qui est un professeur de Dorit, donc il est mu par des idéaux de gauche, il introduit subrepticement des thèmes politiques dans ses cours et bien sûr elle ne pense plus qu'à lui, elle ne pense qu'à Adam. Mais la pensée d'Adam galvanise toutes les cellules de son cerveau, elle est follement éprise de son professeur. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pioche, cet Adam? Parce que... Mais je ne dirais pas l'affreux Adam. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il la cogne pourtant. Il y a... C'est bizarre avec elle. Oui, il y a un soir, parmi... Le premier soir. Non. C'est pas la première fois qu'ils couchent ensemble, non. J'avais l'impression que ils deviennent amants, et la chose vraiment bizarre, quand je disais il y a des inconvénients d'un père comme Kenneth, c'est qu'il a vraiment voulu
viré sa cutie quelque part en 68 comme tout le monde, et il a choisi de le faire vraiment à côté de sa fille, et ça c'est pas très génial. Je pense que c'est vraiment pas une très bonne idée. Mais donc j'ai assisté à des choses que je n'aurais pas dû voir, et lui, il se trouve que ce Adam était un très proche ami de mon père. Mais en fait, c'était mon prof de littérature, et c'est un de ceux qui m'ont fait écrivaine, et c'est un de ceux qui m'ont encouragée, pas seulement encouragée en tant qu'écrivaine, parce que qu'est-ce qu'on écrit à 15-16 ans, bien sûr, c'est pas très abouti, mais il m'a donné des choses à lire, il m'a parlé littérature, il m'a communiqué son enthousiasme pour la littérature. Et malgré un soir extrêmement violent, effectivement, où il m'a cogné, pour voir ensuite, c'est comme les traumatismes d'enfance, on peut réfléchir longtemps pour comprendre le sens d'un événement comme ça, et c'est générateur de littérature, ça aussi. Mais comme le départ de ma mère, enfin, je dois tout aussi à des violences comme ça. Si ma mère n'était pas partie, je pense que je ne serais pas là ce soir. Je ne serais pas du tout devenue romancière. Et vous serez peut-être étonnés, mais je suis encore en contact aujourd'hui avec le Adam en question. Il est à l'autre bout du Canada, en Colombie-Britannique. Mais il est journaliste en fait maintenant, et il a participé, il a interviewé le metteur en scène d'une de mes pièces de théâtre là-bas. Donc c'est incroyable, on s'est écrit l'année dernière. Alors le théâtre, il aime ça, Adam, puisque dans le roman, tu nous dis que la petite Dorite, elle est sur scène pour jouer Don Juan de Molière. Alors elle joue Elvire. Le gentil Adam, je vais pas dire à la fois, Adam joue Don Juan et le papa joue le commandeur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, cette mise en scène? Mais parfois la vie est tellement incroyable qu'on n'ose pas le mettre dans un roman. Et c'est une des résistances, je pense, d'arriver à écrire ce livre, c'était cette histoire-là, l'histoire de ma tournée théâtrale en 1969 avec mon père, mon amant, l'amante de mon père et une bande de hippies indescriptibles. Et le fait est qu'on voyageait avec le Molière de Don Juan et qu'on jouait ces rôles-là. Et donc, quand on ne va pas leur raconter le dénouement de l'histoire, mais quand on connaît le dénouement de l'histoire, c'est juste invraisemblable. Parfois, la vie est invraisemblable. Alors, les deux vies du jeune Pol Pot, du jeune Tsar, pas encore devenu Pol Pot, et de Dorite se mêlent à la faveur d'une technique romanesque très subtile que tu as mis en place dans ton livre, c'est-à-dire que les pages réservées à l'histoire de Dorite sont entrelardées, sont entrecoupées de passages en italique qui rendent compte de l'actualité de la guerre au Cambodge. C'est extrêmement subtil, il y a un contrepoint comme ça, une partition un peu contrapuntique que tu dévites pour nous. Est-ce que tu peux nous lire, pour qu'on entende la musique de ton texte, par exemple, ce passage-là, ce qui précède juste avant. Oui, des choses intéressantes, je crois. Oui. Pendant que je le lis, j'aimerais que vous pensiez à ça pour nous aussi, c'est-à-dire on peut se dire que notre vie de tous les jours n'a absolument rien à voir avec la vie de quelqu'un au Congo, seulement ça a à voir. Et si je faisais ce roman-là, ce type de roman, je mettrais en italique le fait que les mineurs congolais meurent en essayant d'extraire le coltan pour leur téléphone portable, et quand ils meurent, on est tellement pressé qu'on les laisse dans la terre et on creuse une nouvelle mine juste à côté, quoi. On les sort même pas pour les enterrer. Voilà, ça c'est pour qu'on puisse avoir nos gadgets tout le temps à dispo, etc. Donc on peut ne pas penser à ça. La plupart du temps, on ne pense pas à ça. Mais le fait est qu'il y a des liens entre ces mondes. Et un des liens que tu m'as mentionné tout à l'heure, c'est que le papa de Dorite, mon papa, pour parler clairement,
a aussi travaillé dans une usine où on fabriquait des pièces de B-52 qui allaient lancer les bombes dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le Cambodge. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les usines et qui fabriquent des trucs qu'ils ne comprennent pas et ils ont besoin de boulot et ils n'ont pas assez d'argent et donc ils ne s'occupent pas trop de ce que ça devient les petites pièces qu'ils font. Donc là c'est la petite Dorit qui vient d'écrire son premier texte. Elle est très contente. Le texte est imprimé quelques jours plus tard. Son nom figure au bas d'un article. Son nom est publié. Ses mots ont été jugés dignes d'un intérêt général global. Ils seront lus par des centaines, peut-être des milliers d'yeux. On passe en italique. Pour faire entrer les commandements dans le crâne des recrues, dit Pol Pot, les répétiteurs d'Ankar, Ankar c'est l'organisation, doivent avoir la voix forte et claire, comme celle des moines qui dirigent les prières au Vat. Abat l'émotion, le désir et la paresse. Abat la propriété, abat les usines, abat l'initiative, l'égoïsme, l'orgueil et les pensées compliquées. Abat les droits individuels, abat la famille, l'amour, la conscience, la réflexion, l'éducation. Vive la société agraire, vive le groupe, la lutte et le travail. Terminez la vie privée. Ainsi que le disait Saint Just, tout homme âgé de 21 ans est tenu de déclarer dans le temple quels sont ses amis. Nous allons leur montrer à ces gens instruits, à ces snobs, à ces citadins, à ces intellos. Nous allons les éduquer, ou plutôt les rééduquer à notre manière. Nous allons leur apprendre à mendier comme des moines et à se contenter de peu. Un bol de riz par jour, non, moins. Un demi-bol de riz, non, moins. Un demi-bol de soupe de liseron. S'ils meurent de faim ou de dysenterie, ce sera leur destin. Pas la peine de nourrir les porteurs de lunettes, balles dans la nuque d'office, balles dans la nuque pour ces parasites qui se croient supérieurs, estiment importants les bulletins scolaires, ne comprennent pas qu'ils viennent de la terre et dépendent des paysans. Nul besoin d'argent, nul besoin de livres. Tout cela fait partie de la nouvelle société qui est destinée à être entièrement éradiquée. Les nouveaux doivent tout apprendre des anciens. Les mots d'ordre de Pol Pot deviennent du réel. Par millions, les billets de banque et les pages de livres gisent au sol, dans les rues vides de Phnom Penh, flottent par fragments dans le vent ou sont piétinés dans les flaques laissées par la mousson. Des porcs errent dans les allées de la Bibliothèque nationale. Des temples et des églises sont éventrés, le palais royal saccagé, les manuscrits et les parchemins dont les pages retracent méticuleusement l'histoire du Cambodge sont déchiquetés, éparpillés, dispersés, perdus. Des siècles de savoir et d'érudition s'évanouissent à jamais. Le Cambodge n'a plus de livres. Et j'ajoute, l'autre grand lien entre Pol Pot et moi, c'est que je l'ai soutenu, que j'ai manifesté comme des milliers d'autres jeunes français en disant « Ah, ouais, Ho Chi Minh, Pol Pot ». Tout le monde